qu'est-ce que l'énonciation? En fait, c'est la situation de communication. Qui parle, à qui, où, quand, comment. Par exemple, la situation d'énonciation pour l'instant T, c'est moi qui vous parle et je suis ici maintenant. Voilà. Alors, il y a quand même une petite remarque que je dois vous donner, c'est que dans un texte théâtral, il y a toujours ce qu'on appelle la double énonciation. Double, cela signifie qu'il y en a deux. Alors, il y a le personnage qui s'adresse toujours à deux destinataires, à savoir le personnage qui est aussi présent sur la scène, le ou les personnages, mais aussi le public. Il faut toujours tenir compte de cette double énonciation au théâtre. Que faut-il que vous étudiez pour déterminer la situation d'énonciation? La première des choses à étudier, ce sont les pronoms personnels. Qui parle, à qui, de qui ou de quoi. C'est très simple à étudier, c'est à la portée de tout le monde et vous allez voir que c'est précieux au niveau des informations que vous allez trouver. La présence ou l'absence d'un pronom personnel sont des indices majeurs. Je vous explique. Par exemple, si vous avez un jeu qui est omniprésent. Omniprésent, cela veut dire toujours présent, mais dans une copie, c'est toujours plus joli. Donc l'omniprésence du jeu va forcément vouloir dire que le locuteur est fortement impliqué dans son texte. Dans un poème, par exemple, pour du lyrisme. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si, au contraire, vous remarquez que le jeu est absent, et que le locuteur a choisi d'utiliser le « nous ». C'est certainement que le locuteur a voulu impliquer l'auditoire à son discours pour le faire se sentir concerné. Si vous trouvez une omniprésence du « tu », c'est le lecteur. Donc cela signifie que le locuteur veut faire réagir, veut impliquer le lecteur. Si vous trouvez le pronom « on », ce sera certainement que le locuteur veut donner un air de généralité à son texte. Il y a une autre utilisation fréquente du « on », c'est dans un texte argumentatif le moyen qu'utilisent certains auteurs pour parler au nom de la thèse adverse. Alors, il y a les pronoms personnels, j'aurais également pu vous parler des déterminants qui peuvent parfois donner des informations intéressantes. Par exemple, quand on dit « cet homme », le démonstratif « cet » montre une volonté du locuteur. Il veut le désigner, alors soit pour le prendre en exemple, soit pour le dénoncer. Après, tout dépend du contexte du texte. Ensuite, après les pronoms, vous allez devoir étudier le temps des verbes. C'est aussi à la portée de tout le monde. Pourquoi le temps? Parce qu'il va nous donner le cadre temporel du texte. Alors là, je vais vous faire un rappel des principales valeurs des temps de l'indicatif. Parce que c'est assez facile, mais en même temps, cela va donner du relief à votre copie. Alors, je commence par le présent. Il existe 4 types de présent. Le présent de l'énonciation, le présent de vérité générale, le présent d'habitude et le présent de narration. Qu'est-ce que le présent de l'énonciation? C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le présent de l'ici et du maintenant, c'est-à-dire que c'est celui que j'utilise en ce moment. Alors on pourra le trouver dans un dialogue ou dans une scène de théâtre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le présent de vérité générale. Il sert à énoncer des vérités générales. Par exemple, la Terre est ronde ou 2 et 2 font 4. Donc cette utilisation du présent de vérité générale va conférer le poids de l'autorité à une argumentation, puisque c'est une vérité qui est toujours vraie, ce que le locuteur raconte est toujours vrai. Ensuite, on a le présent d'habitude, qui vous servira notamment dans le roman. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Tous les matins, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je pars travailler. Vous voyez bien que là, j'évoque une habitude. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le présent de narration. Donc le présent qui intervient dans le récit. Et en fait, c'est l'apparition subite du présent dans un récit au passé. Par exemple, je me promenais, soudain, une voiture me fonce dessus. Donc là, vous voyez tout de suite que si le verbe foncer est mis au présent,
c'est parce qu'on veut le mettre en valeur pour rendre le texte et l'action plus vivantes. Deuxième temps auquel je vais m'intéresser, il s'agit de l'imparfait. Là encore, 3 valeurs possibles. L'imparfait descriptif, l'imparfait duratif et l'imparfait d'habitude. Alors, l'imparfait descriptif, comme son nom l'indique, c'est le temps de la description au passé. C'est-à-dire que quand vous aurez une description, vous aurez de l'imparfait. Et donc, pour appuyer dans votre démonstration le fait qu'il s'agit d'une description, vous pourrez parler de l'imparfait descriptif. Ensuite, vous avez l'imparfait duratif. Comme son nom l'indique, il permet de donner une idée de la durée. Donc, il s'appliquera à une action longue par rapport à une action subite qui est au passé simple. Par exemple, il était perdu dans ses pensées quand un cri retentit. Donc vous voyez bien qu'il était perdu dans ses pensées est une action qui dure dans le temps par rapport au cri qui est ponctuel. Dernier cas, l'imparfait d'habitude, que l'on peut aussi appeler l'imparfait itératif, c'est-à-dire de répétition. Je vous donne un exemple. Tous les matins, je me levais, je prenais mon petit déjeuner et je partais travailler. Donc vous voyez que c'est la même chose que le présent d'habitude, mais dans un système au passé. Dernier temps important à étudier et à connaître, le passé simple. Donc le passé simple, c'est le temps de la narration, du récit au passé. Et c'est également le temps de l'action subite par rapport à l'imparfait duratif. Donc le passé simple sera la preuve que votre texte met en scène des actions et parfois des actions subites s'il est dans un système d'imparfait et de passé simple. Voilà pour les temps des verbes. Ensuite, vous devez étudier le lexique, mais le lexique du cadre spatial, c'est-à-dire le « ou ». Alors, il faudra que vous releviez tous les termes qui donnent des indications de lieu, mais aussi de mouvement, d'organisation de l'espace, de position du locuteur au moment où il parle. Et c'est particulièrement intéressant dans la poésie. On voit comme ça la position du poète par rapport au paysage qu'il est en train de décrire, par exemple. Et nous poursuivons notre étude de l'énonciation avec un 4e indice très important, les indices de la présence du locuteur et surtout ceux qui vont nous donner son opinion, son jugement, sa subjectivité, ce qu'il pense en fait. Donc, premier indice de cette subjectivité, les modes. Alors, vous vous souvenez, les modes indicatifs, subjonctifs, impératifs, et là, je vous ai mis également le conditionnel. Donc, les modes témoignent, encore une fois, du degré d'implication du locuteur. Qu'en est-il pour l'indicatif? L'indicatif, c'est le mode de la réalité, c'est-à-dire qu'il permet d'évoquer des faits réels, qu'ils soient présents ou passés. Mais c'est aussi le mode de la certitude, de l'affirmation. Par exemple, quand vous dites « je suis sûr qu'il sera à la hauteur ». Là, on a de l'indicatif parce que le locuteur affirme vraiment ses propos, il est catégorique. Ensuite, vous avez le subjonctif, qui est plutôt le mode de l'éventualité, de la possibilité. Je vous ai mis un exemple. « Il se peut qu'il vienne ». Quand le locuteur dit « il se peut qu'il vienne », on voit bien qu'il n'en est pas certain. C'est également le mode du sentiment, de la pensée et du doute. Donc, par exemple, « je crains qu'il ne soit effrayé ». Donc là, vous voyez bien qu'il y a l'expression d'un sentiment, d'un doute. « Je crains que ». Je vous ai mis un second exemple. « Je ne suis pas certain qu'il soit à la hauteur ». Si vous le comparez avec l'exemple à l'indicatif, vous voyez très clairement la différence. À l'indicatif, on avait une certitude, je suis sûr que. Alors qu'ici, je ne suis pas certain que montre clairement que le locuteur est dans le mode de l'éventualité, qu'il n'a aucune certitude. Et donc, on va voir le subjonctif qui va apparaître. Le subjonctif permet également d'exprimer la volonté. Il faut que tu travailles. Donc, que tu travailles, on voit clairement que cela montre une volonté. Ensuite, nous avons le conditionnel qui est intéressant à étudier dans les textes.
Pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il montre clairement qu'on évoque une information incertaine. Par exemple, quand un journaliste à la télévision dit « un avion se serait crashé hier soir », le fait de dire « se serait crashé » sous-entend qu'on n'en est pas certain. C'est possible, mais ce n'est absolument pas une certitude. C'est vraiment dans le domaine de l'incertain. Il va falloir le vérifier. Le conditionnel en français est aussi le mode qui permet de mettre en œuvre l'hypothèse, la condition. Si tu disparaissais, je serais perdu. Alors dans l'hypothèse et la condition, on pourrait encore approfondir, mais je vous renvoie pour cela à ma formation sur la grammaire où j'approfondis la subordonnée de condition et les différentes valeurs du conditionnel dans la subordonnée de condition, à savoir irréel du présent, irréel du passé et potentiel. Dernière utilisation du conditionnel, l'indignation. Je vous ai mis un exemple. Moi, j'aurais volé un ami. Donc là, vous avez un conditionnel qui permet clairement de mettre en évidence l'indignation du locuteur. Voilà pour les modes que vous ne pensez pas toujours à étudier et qui peuvent être très intéressants. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les modélisateurs. Alors j'ai fait exprès de vous mettre des mots qui vont faire sérieux dans vos copies, qui vont montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et en même temps, vous voyez que ces mots-là sont assez simples à comprendre. Donc, les modélisateurs, ce sont des adverbes ou des verbes qui témoignent du degré d'implication du locuteur. Par exemple, quand vous dites « je crois qu'il va pleuvoir », vous utilisez le verbe « croire ». Le verbe « croire » montre que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous avancez. Donc vous n'êtes pas totalement impliqué dans ce que vous dites. Même chose, quand vous dites « il va probablement pleuvoir », vous n'en êtes pas certain. Donc l'adverbe « probablement » montre à quel point vous êtes impliqué dans votre parole. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les axiologiques. Qu'est-ce que les axiologiques? En fait, ce sont des adjectifs qui témoignent de l'opinion, du jugement du locuteur. Par exemple, ce gâteau est délicieux. Donc je prends l'adjectif délicieux. Cela montre que le locuteur exprime un sentiment très favorable en faveur du gâteau. Donc on a son opinion. Cela peut m'en donner un jugement valorisant ou dévalorisant. Donc là, on peut utiliser un préfixe ou un suffixe mélioratif, c'est-à-dire positif, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi, ou péjoratif, c'est-à-dire négatif. J'ai pris des exemples avec extraordinaire et jaunâtre. Si je prends le premier, l'adjectif extraordinaire, il veut dire au-delà de l'ordinaire, au-dessus de l'ordinaire. Il est donc mélioratif, puisque c'est mieux que la normalité. Si je prends l'adjectif jaunâtre, je m'aperçois qu'il y a un suffixe, âtre. Jaunâtre par rapport à jaune. En fait, jaunâtre donne une idée de mauvais jaune, d'un jaune terne. Donc c'est un suffixe qui est péjoratif. De toute façon, en général, le suffixe âtre est toujours péjoratif. Alors en axiologique, vous pouvez aussi avoir des verbes d'appréciation. Par exemple, aimer, détester, craindre. Vous pouvez aussi avoir des adverbes qui marquent un jugement de valeur. Quand on dit heureusement, quand on dit malencontreusement, affreusement, magnifiquement. On voit bien que là, on a vraiment l'avis de celui qui parle. Donc, on a aussi le choix de noms valorisants ou dévalorisants. J'ai pris un exemple très simple. Pour désigner un bâtiment, on peut utiliser palais, on peut utiliser maison ou on peut utiliser masure. Si je regarde un palais, ça va être un jugement valorisant, puisque c'est quelque chose qui évoque quelque chose de magnifique. Maison, c'est assez neutre. Et une masure, cela évoque une chaumière, donc une maison qui n'est vraiment pas terrible, qui ne donne pas vraiment envie. Donc ce sera dévalorisant. J'ai une petite remarque ici justement à propos des mots positifs et négatifs.
ne les utilisez pas. Ce n'est pas du français. En fait, on ne dit pas un jugement positif, on dit un jugement favorable, qui est pour. Ne dites pas un jugement négatif, dites un jugement défavorable. Et au lieu de dire un terme positif, dites un terme mélioratif ou laudatif. C'est-à-dire un terme qui va louer quelque chose, qui va en célébrer la beauté par exemple. Un terme négatif, vous direz un terme dépréciatif, péjoratif ou dévalorisant. Donc retenez bien ceci, pour remonter le niveau d'une copie, c'est très très important. Dernier point à étudier pour avoir les indices de la présence du locuteur, les types de phrases, c'est-à-dire déclaratives, qui finissent par un point, exclamatives par un point d'exclamation ou interrogatives par un point d'interrogation, puisque cela va nous permettre de mieux voir les intentions du locuteur. Là encore, je vous renvoie à ma formation de grammaire où j'explique en détail les types de phrases. Et je passe donc à l'indice d'énonciation suivant. Donc, il va falloir étudier le discours rapporté. Je vous rappelle ce qu'est le discours rapporté, c'est quand on rapporte des paroles. Donc, il existe 3 types de discours rapportés. Le discours direct, indirect et indirect libre. Alors, qu'est-ce que le discours direct? En fait, on rapporte les paroles directement, c'est-à-dire telles qu'elles ont été dites. On va garder la ponctuation, le point d'interrogation, le point d'exclamation. On va garder toutes les tournures orales, par exemple les interjections, et, o, a, etc. Et surtout, on va utiliser des guillemets pour encadrer le discours, ou alors au sein d'un dialogue, des tirets. Un exemple, elle déclara « Oh, je n'ai que faire de vous ». Donc vous voyez bien la présence de mes guillemets et la présence de la ponctuation propre à l'oral, l'exclamation, et le « o » interjectif. Ensuite, on a ce qu'on appelle le discours indirect. Il va rapporter les paroles indirectement. Comment est-ce qu'il se construit? Tout simplement, on utilise une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes. Là aussi, j'en parle dans ma formation de grammaire. Donc, on utilise la phrase complexe pour rapporter les paroles. Donc, la ponctuation et les tournures orales vont disparaître. De la même manière, les temps vont changer puisqu'il va falloir respecter la concordance des temps, mais aussi les pronoms. Qu'est-ce que cela donne concrètement? Donc, j'ai repris le même exemple qui va donner au discours indirect. Elle déclara qu'elle n'avait que faire de lui. Donc, si je regarde, ici, j'ai une ponctuation qui est neutre, j'ai un point. Les points d'exclamation ont disparu. Le « o » a également disparu, puisqu'il n'a pas sa place dans le discours indirect. J'ai une phrase introductive, la principale, elle déclara que, et ensuite il a fallu que je change non seulement les temps, mais aussi les pronoms. Donc je suis passée du présent à l'imparfait, le je est devenu elle, puisque c'est elle qui parle, elle déclara, et vous est devenu lui. Donc on a changé de point de vue dans l'énonciation. Et enfin, on a le discours indirect libre. C'est le plus intéressant en littérature. Il vous pose parfois des problèmes, mais pourtant, quand on a compris, c'est assez simple. En fait, c'est un moyen terme entre le discours direct et le discours indirect. C'est-à-dire que les guillemets du discours direct disparaissent, mais on garde tout ce qui est tournure orale et ponctuation de l'oral. Donc on va garder les interjections, on va garder les exclamations, les interrogations, et on va prendre le discours indirect pour créer le discours indirect libre, sauf que on va supprimer la principale, mais on va garder les temps et les pronoms du discours indirect. Vous allez tout comprendre dans mon exemple. Donc je reprends. Au discours direct, on avait « Elle déclara « Oh, je n'ai que faire de vous ». Ce qui donnait en discours indirect « Elle déclara qu'elle n'avait que faire de lui ». Je vous ai dit que le discours indirect libre était un moyen terme, un mélange entre les deux. Donc je regarde, il commence par « O ». Donc j'ai supprimé la principale. Vous voyez, elle déclara, je l'ai supprimée, ça a disparu.
J'ai gardé le O, c'est-à-dire la tournure orale. Par contre, j'ai gardé la personne du discours indirect, le temps du discours indirect, encore une fois la personne du discours indirect, et j'ai mis la ponctuation du direct. Donc vous voyez bien que c'est un moyen terme entre les deux. Pourquoi j'insiste sur le discours indirect libre? Parce qu'il est particulièrement intéressant à étudier dans le roman, car il rend le texte plus vivant et en même temps il nous donne accès aux pensées directes du personnage et donc à ses opinions, à ses jugements et à sa vision du monde que je vous ai dite au départ, elle était très importante. J'ai une autre remarque qui est importante. Je voudrais vous faire un bref rappel sur ce qu'on appelle la focalisation. Pourquoi? Parce que la focalisation, c'est le point de vue adopté par le narrateur, c'est-à-dire par celui qui raconte une histoire. Et c'est très important à étudier dans un texte. Donc il existe 3 types de focalisation ou de point de vue. On a ce qu'on appelle la focalisation interne, la focalisation externe et la focalisation zéro ou omnisciente. Qu'est-ce que la focalisation interne? En fait, c'est le point de vue interne, intérieur à un personnage. Donc en fait, le narrateur va connaître toutes les pensées d'un personnage, il va être dans la peau d'un personnage, il va voir à travers ses yeux, mais il n'en saura pas plus. C'est-à-dire qu'il ne saura pas ce qu'il se passe ailleurs, il ne saura pas déchiffrer les pensées des autres personnages. On va rester dans le point de vue d'une personne. Ensuite, on a ce qu'on appelle la focalisation externe. C'est-à-dire que le narrateur est une sorte de drone qui voit tout, mais qui ne peut rentrer dans aucune tête, qui ne peut pas savoir les pensées des personnages. Il peut être en plusieurs endroits, il peut voir des choses différentes, mais il ne fait que voir. Et en fait, on a enfin la focalisation zéro ou omnisciente, omni, tout, sciente, savoir, donc qui sait tout. Le narrateur est une sorte de dieu qui voit tout et qui sait tout, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans n'importe quelle pensée et il peut voir tout ce qui se passe. Voilà, ceci est très important pour comprendre un texte et surtout le point de vue adopté par le narrateur.